Bonsoir, puisque j'enregistre le soir. Voilà. Et bonjour si vous me regardez le mercredi 23 septembre. Je m'excuse de ne pas pouvoir faire un enregistrement par sujet comme je le fais en langue arabe, en parler algérien, pour la simple raison que les sujets sont nombreux. Et cela me prend beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses d'autres à faire. J'ai des contraintes, j'ai des impératifs auxquels je dois faire face. Et puis, il faut dire ce qu'il en est, c'est-à-dire que l'audience des vidéos, des enregistrements en français n'est pas la même que celle des enregistrements en parler algérien. Et donc, je suis obligé de privilégier l'une des deux versions. Et je privilégie celle du parler algérien. Toutefois, je donne un résumé des sujets que j'ai traités dans les différentes vidéos, de sorte que mes amis francophones ne soient pas lésés aussi. Alors, parmi les sujets abordés aujourd'hui, nous avons celui de la Cour suprême qui va se prononcer cette semaine sur le verdict rendu par la Cour d'appel du tribunal militaire de Blida et qui avait condamné en appel les généraux Tawfiq et Bachir Tartag et le frère cadet du président Abdelaziz Bouteflika, Saad Bouteflika, et la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hannoun. Donc, la Cour suprême aura à se prononcer sur les points juridiques de cette affaire. Si elle constate que la procédure judiciaire n'a pas été respectée, elle va renvoyer l'affaire à ce moment-là devant un autre tribunal, une autre cour avec une nouvelle composante. Très probablement, ce sera à Constantine que se tiendra le prochain procès au cas où la Cour suprême estimerait que la procédure n'a pas été respectée. Dans le cas où elle constatera que la procédure a été respectée, le dossier sera clos définitivement et nos condamnés auront à purger leur peine. Voilà. Ceci pour le premier point. Le deuxième point, c'est concernant M. Saad Arbarab, qui vient de bénéficier d'un coup de pouce très malvenu de la part du gang du pouvoir, puisqu'on vient de lui accorder le monopole du dépistage du Covid-19. Donc, Saad Arbarab, contrairement à d'autres opérateurs qui ont déposé des demandes de dépistage pour pouvoir faire le dépistage du Covid-19, mais Saad Arbarab a eu le monopole. Et ce dépistage, quand on sait qu'il est très coûteux, il y a 5 laboratoires à Alger qui le pratiquent et très difficilement et très onéreux, puisque un dépistage coûte 1 800 000 centimes, 18 000 dinars. Évidemment, Saad Arbarab ne va pas faire ce dépistage pour des particuliers, mais il va ouvrir des centres de dépistage, des points de dépistage au niveau des aéroports, au niveau des ports, où la rémunération sera payée par le trésor public. Donc, c'est du tout bénef pour M. Saad Arbarab, qui a une société qui s'appelle Pharmatech, qui était dirigée un certain temps par Rachid Rdiri, un proche de Ali Rdiri, que Arbarab avait financé pour sa campagne électorale, pour l'élection présidentielle avortée de 2019. Et voilà, Arbarab, de victime, il passe au rang d'enfant gâté du régime.
cela ne va pas le servir, il n'en a nullement besoin, mais ainsi va la vie parce que ce régime a besoin d'hommes sur lesquels il s'appuie, surtout que pratiquement tous les opérateurs économiques, tous les investisseurs, les plus gros d'entre eux, sont en prison pour cause de corruption, ne reste plus sur la scène que Issa Darbrab, dont la fortune est évaluée à plus de 4 milliards de dollars, et si l'on compte ses biens immobiliers et ses investissements, il est à plus de 7 milliards de dollars. Le régime ne peut pas se passer d'une pareille fortune. N'oublions pas que Issa Darbrab a été la première victime du gang actuel du pouvoir, puisque ce gang, quand il était mené par Ahmed Gaïd Salah, il s'était empressé de jeter Issa Darbrab en prison, où il a purgé une peine de 9 mois, je crois, hein, quand même une assez longue peine. Et finalement, il est sorti avec une condamnation qui couvre la peine passée en prison et le reste en sursis, plus une amende évaluée à plusieurs milliards de dollars, de dinars. Mais ce dont a surtout profité Saad Darbrab, c'est que toutes les affaires qui étaient retenues contre ses enfants, parce que, et on avait publié cela dans MLTV au cours des débats qu'on organisait, tous ces enfants étaient poursuivis et devaient être envoyés en prison. Pratiquement tous, ils ont été auditionnés par la brigade de gendarmerie de Babijdi. Et par la suite, donc, il y a eu un changement de cap. Et tant mieux pour eux, parce que ça aurait été une véritable injustice. On avait publié, on avait des documents et on avait prouvé et montré que toutes ces affaires retenues contre les enfants de Issa Darbrab et même contre Issa Darbrab en personne étaient des affaires montées de toutes pièces. C'était une véritable injustice. Donc, deux victimes d'injustice, Issa Darbrab devient l'enfant gâté du système. Tant mieux pour lui, ou tant pis, c'est selon le bord où on se place. Autre point que nous avons abordé aujourd'hui, c'est celui du reportage de M6. Alors, ce reportage de M6 qui a suscité l'ire du régime algérien, que contient-il de fâcheux? Personnellement, j'ai regardé le reportage, il n'y a absolument rien de fâcheux, rien de méchant. Maintenant que cette chaîne ait fait appel à des sous-traitants, comme cela se fait partout dans le monde, pour réaliser son reportage, parce que les autorités algériennes ne donnent jamais d'autorisation à une chaîne étrangère, à un organe de presse étranger, pour réaliser un reportage en Algérie. Donc, le régime s'est fâché, les jeunes qui ont participé, qui ont été interviewés dans ce reportage pour échapper à toute répression et à toute représailles, ils ont estimé qu'ils ont été manipulés et ils ont même menacé de déposer plainte sous pression du pouvoir algérien. Pourtant, il n'y avait rien de méchant. Ces jeunes n'ont rien dit de méchant. Voilà. Donc, on aimerait bien que ces pourfendeurs et ces laudateurs du régime viennent nous dire exactement qu'est-ce qui ne va pas dans ce reportage, qu'est-ce qui a déplu, sauf ce passage concernant le logement à Adel, dont a bénéficié l'un des personnages de ce reportage, des logements où on voit des contrefaçons plein. Eh bien, cela rappelle la mauvaise gestion du secteur de l'habitat qui était sous les ordres de l'actuel locataire du palais de Mouradia.
Autre point que nous avons soulevé, c'est celui de la rencontre Tebboune et les deux rédacteurs en chef des quotidiens Le Soir d'Algérie et Le Khabar. Et là, franchement, je me demande sur quelle planète vit Tebboune. Tebboune parle de choses irréelles. Et ce qui est terrible, c'est qu'il s'acharne contre Khaled Drarni pour dire qu'il n'est pas journaliste, alors que ce même Khaled Drarni l'avait interviewé sur un plateau de télévision et avait interviewé son actuel ministre de la Communication. Quand ce président Tebboune parle de liberté de presse en Algérie, son argument c'est quoi? C'est qu'il a 180 titres, tous financés par l'État. Donc il n'y a plus de presse privée, il n'y a plus de presse indépendante quand c'est financé par le régime, pas par l'État. Parce que c'est le régime qui tient les mains, parce que c'est un gang au pouvoir qui est en train de gérer les affaires du pays. Le trésor public est entre les mains de ce gang et il donne à qui il veut. Le journal qui ne s'inscrit pas dans la ligne du régime n'aura pas de publicité. Et il sera obligé de payer l'imprimerie. Et lui, il dit, non, nous les finançons, ne payez pas d'imprimerie, ne payez pas. C'est pas ça, la liberté de la presse. C'est pas permettre à des gens d'imprimer des journaux qui ne se vendent pas. 180 titres, ça ne se vendent pas, les 180 titres. C'est du gaspillage d'argent, du gaspillage de papier, d'encre et d'argent. Voilà. Donc, c'est pas ça la liberté de la presse, M. Tebboune. Autre point, c'est le procès des Kouninef qui va s'ouvrir prochainement. La deuxième partie du procès, parce que la première partie, on a vu que de la sardine au procès. D'ailleurs, un procès qui est passé presque dans l'indifférence totale de l'opinion publique. Mais dans le prochain, on va s'attendre à un deuxième épisode de Ploum Ploum. Mohamed Arkab, l'actuel ministre des Mines, qui était le produit des frères Kouninef, qui remplaçait à la tête de Sonelgaz, de PDG d'Engineering, ministre de l'énergie avant qu'il ne passe aux mines, eh bien ce monsieur a toujours été placé par les Kouninef et il a toujours servi les Kouninef. Est-ce que maintenant on va condamner un ministre du gouvernement de Tebboune, ou bien on va considérer que ce ministre n'avait rien fait et que ça sera encore ploum ploum bis. Un autre procès, il va s'ouvrir demain mercredi, 23 septembre, c'est celui de Mohamed Djemei, ex-secrétaire général du FLN pour quelques jours, quelques semaines, et député parlementaire de la wilaya de Tebessa. Mohamed Djemei, le parquet s'est empressé de demander sa levée d'immunité parlementaire. D'ailleurs, il s'est désisté tout seul de son immunité sans attendre une quelconque procédure. Et aussi, son épouse a été incarcérée. Pourquoi? Eh bien, il était accusé parce que d'abord, on n'a jamais annoncé le pourquoi et le comment, mais finalement, maintenant, on sait pourquoi Djemei a été incarcéré. Depuis le mois de juillet 2019, le bonhomme est en prison depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre 2019, il est en prison. Pourquoi? Parce que, d'abord, on l'accuse d'avoir abusé de sa fonction. Or, il n'avait aucune fonction. Député parlementaire, c'est un élu, c'est pas une fonction. Il n'est pas fonctionnaire. Et secrétaire général du FLN pour quelques semaines, et c'est pas dans le cadre de ses activités de secrétaire général. Et aussi, il est poursuivi
pour insulte proférée à l'encontre d'un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Alors là, c'est la meilleure, parce que des journalistes insultés au quotidien par le régime en place. Le fait de soumettre tous ces journalistes à l'autocensure, c'est déjà la pire des insultes. Et en réalité, ce qui s'était passé, et d'ailleurs moi-même, j'ai demandé à mon ami Saad Bouakba, le célèbre chroniqueur qui est aujourd'hui interdit d'exercer sa profession. Voilà la pire des insultes. Saad Bouakba est interdit d'exercer sa profession. Il y a eu un échange, Saad me l'avait dit, il y avait un échange de SMS entre Saad Bouakba et Djemiri. Saad Bouakba avait déposé plainte contre Mohamed Djemiri et finalement, il a retiré sa plainte. Au parquet, on avait dit que l'épouse de Djemiri, qui était juge, avait détruit le dossier. Finalement, le dossier, on l'a retrouvé. Elle a été incarcérée, donc il y a eu extinction de poursuite quand ils ont retrouvé le dossier. Et Djemiri est aujourd'hui, il va passer devant le tribunal de Mohamed pour je ne sais quelle accusation. Probablement, ils vont le condamner pour la période passée en prison, comme ils le font toujours, parce qu'ils ne reconnaissent jamais l'injustice qu'ils commettent, tout comme ils peuvent aussi le condamner pour on ne sait quelle affaire. En tout cas, c'est qu'ils n'arrivent pas à lui trouver d'affaire encore. Hein. Autre point, c'est celui de Badji Ebou, je ne sais quoi, ce secrétaire général du FLN, qui doit être normalement poursuivi par les militants du FLN pour atteinte aux constantes nationales. Les constantes nationales énumérées dans la Constitution sont l'islam, l'arabe et tamazight. L'islamité, l'arabe et tamazight. Voilà. Ce monsieur a enlevé des pancartes du FLN tout ce qui est écrit en tamazight. On sait très bien que pratiquement tous les partis politiques, sur leurs enseignes, ils écrivent en arabe, français, tamazight. Ce monsieur a enlevé tout ce qui est écrit en tamazight. C'est une atteinte aux constantes nationales. Nous espérons que les militants de ce parti ne lui pardonneront jamais cette atteinte. Voilà pour la journée. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, au prochain enregistrement. Au revoir et merci.